Bienvenue sur le plateau télé de l'Open World Forum 2010. Nous vous proposons un débat sur un sujet un peu polémique, mais c'est moi qui vais jouer le rôle du polémiste. On va parler du cloud, bien entendu. Le cloud est-il un retour vers le futur et est-ce que le cloud est une véritable avancée ou la copie conforme de choses qui se faisaient déjà dans le passé? On va en débattre et parler du sujet avec nos deux invités qui sont juste à mes côtés. Raphaël Ferreira, qui est associé chez Innovance. Bonjour. Bonjour. Et puis Nicolas Barcet, Nick sur la carte de visite, extrêmement anglo-saxon, hein. Cloud Solution Lead. Il y a quelques années, on aurait dit évangéliste aussi, hein, un peu. C'est pas tout à fait mon rôle, mais pourquoi pas. Un peu ça, chez Canonical bonjour Philippe, en tout cas. Bonjour. Alors, le sujet en effet, le retour vers le futur du cloud. C'est vrai que le temps que j'ai passé sur la conception du musée de l'informatique m'a fait remonter jusqu'au début de l'informatique partagée telle qu'on l'a connue, ce qu'on appelait le time sharing, où on se connectait avec un terminal qui au départ n'avait même pas d'écran pour consommer une partie du temps machine d'un ordinateur qui était forcément centralisé, bien avant qu'on ne puisse imaginer l'avoir un jour sur le coin de notre bureau. Et finalement, quand on regarde un peu le mode de fonctionnement du cloud aujourd'hui, on est très proche, j'ai l'impression, de ce fonctionnement ancien. Alors, est-ce qu'on a progressé en allant vers la cloud ou est-ce qu'on s'est rendu compte que le PC, le client-serveur et toutes ces architectures lourdes étaient finalement de l'argent jeté par les fenêtres et que le seul bon vieux modèle du time sharing des années 70 devait être retranscrit dans le cloud? Est-ce qu'on est revenu 30 ans en arrière, hein, Raphaël, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense pas complètement. Je pense qu'il y a quand même des évolutions technologiques et d'usage. Le modèle que vous avez cité, il y avait quand même une mobilisation forte d'infrastructures centralisées qui souvent appartenaient à l'entreprise qui déployait ce service-là. Là, on est quand même sur un modèle plus de consommation à l'usage où l'infrastructure ne nous appartient pas forcément. On ne mobilise pas les investissements pour centraliser et mettre en place l'infrastructure pour servir tous ces utilisateurs, mais on va utiliser ponctuellement les infrastructures de tiers. Et on parle de centralisation. Moi, je dirais quand même qu'il y a une grosse décentralisation puisque les plateformes cloud aujourd'hui comme Amazon ou Rackspace nous permettent d'avoir des infrastructures aux États-Unis, en Europe, en Asie pour les servir des services au plus près des utilisateurs. Donc il y a quand même une décentralisation possible, une distribution plus massive des infrastructures. Alors, tout dépend par rapport à quoi? Par rapport à la situation juste avant dans laquelle le serveur il était dans la salle machine à l'intérieur de l'entreprise. Là, on est plus sur une forme de centralisation. En fait, si on regarde un petit peu l'histoire de ce concept de cloud computing, en fait, on se rend compte que c'est une évolution de la notion ou un renommage de la notion de utility computing. C'est-à-dire l'idée de pouvoir accéder à de la ressource informatique comme on a accès à du courant électrique. C'est quelque chose qui date des années 60 en termes d'idées, donc c'est pas tout nouveau. La grosse différence entre le modèle centralisé des mainframes d'avant à aujourd'hui, c'est qu'entre-temps, il y a eu la révolution du client-serveur, c'est-à-dire la possibilité de mettre sur des petites machines, pas des mainframes, des capacités de calcul locales. C'est-à-dire que chacun a pu faire ce qu'il voulait dans l'environnement applicatif et OS tel qu'il l'entendait. Et aujourd'hui, quand on parle de cloud computing, en fait, on permet à chacun d'utiliser sur des ressources partagées ce que l'on veut. On va pouvoir créer des machines et les instancier à la demande avec l'environnement de son choix. On n'est plus comme dans un mainframe où on était contraint à utiliser COBOL ou un autre de ces langages spécifiques dans un environnement défini, unique par l'entreprise. Je crois que c'est ça la grosse différence. C'est centralisé, mais individualisé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Moi, je suis complètement d'accord. Je dirais même qu'il y a un gros travail aujourd'hui sur les projets sur lesquels on s'oriente sur l'abstraction totale de l'environnement d'accueil, donc l'abstraction totale des ressources pour qu'elles puissent être provisionnées sur n'importe quel type de matériel, n'importe quel type d'architecture réseau, qu'on s'attache juste à la notion de service rendu, de SLA, d'engagement, mais qu'on puisse installer un petit peu tout ce qu'on veut parce qu'on a une couche d'abstraction des ressources suffisamment avancée pour permettre ça. En même temps, dans l'informatique, on est des grands adeptes du balancier, hein. On passe son temps à un coup décentralisé, un coup centralisé, un peu comme en politique d'ailleurs. On a l'impression qu'on ne trouve jamais la solution ultime. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, vous seriez prêt à prendre le risque de dire publiquement que le cloud serait la solution ultime, ou est-ce que dans 5 ans ou dans 10 ans, on ne va pas revenir à une forme de localisation plus importante en se disant « Ah mais le cloud, il avait plein d'inconvénients. » En ce qui nous concerne chez Innovance, nous, on est
pas du tout pour le tout cloud. Donc pour nous, il y a certaines applications de nos clients qui n'ont rien à faire sur un cloud ou qui ont des besoins, que ce soit en termes de sécurité ou de design sur mesure spécifique, qui aujourd'hui sont encore assez difficilement portables sur une architecture cloud. Donc nous, on est plutôt sur un modèle hybride avec une réflexion intelligente sur qu'est-ce qui doit être sur une infrastructure plus traditionnelle et qu'est-ce qui peut être porté sur une infrastructure distribuée, décentralisée de ce type-là. D'accord. Le balancier, on peut toujours penser aux choses de façon dichotomique, dire on est soit à droite, soit à gauche. Malheureusement, les clients, eux, sont généralement quelque part au milieu. En ce moment, c'est quelque chose sur lequel il y a des avancées assez importantes. Le cloud computing est donc en avant. Mais à partir du moment où on aura résolu tous les petits problèmes d'interopérabilité qu'on essaye de résoudre en ce moment, ça sera passé dans le bien commun et quelque chose d'autre prendra le devant. Ça ne voudra pas dire que les gens ne l'utiliseront plus, ça voudra juste dire que ça sera commun. Si on reprend l'analogie que vous faisiez avec l'électricité, je trouve que c'est intéressant parce que le modèle de production de l'électricité qui au départ était très décentralisé, s'est ensuite centralisé parce qu'on considérait qu'en effet une centrale nucléaire ou une centrale thermique permettait de produire à moindre coût de l'électricité pour un grand nombre de personnes. Et puis aujourd'hui, on voit parfois revenir de la production locale en disant, mais finalement, si chacun a ses panneaux solaires, chacun a son éolienne, sa pompe à chaleur, peut-être que l'on est dans une forme plus écologique de production. Mais je crois que quand tu avais parlé de modèle hybride, on parlait justement exactement de ça. D'ores et déjà, il y a eu une première mise en œuvre du cloud complètement public, puis ensuite les gens ont dit, ah mais non, toutes mes données, je ne peux pas les mettre sur des endroits décentralisé par rapport à moi, mon entreprise. Je dois mettre des choses à l'intérieur de mon firewall. Donc je fais du cloud privé. Et puis ensuite, on se dit, ça serait peut-être bien que je puisse accéder tantôt à de la ressource privée, tantôt à de la ressource publique. Là encore, tout n'est pas blanc ni noir. Mettre en œuvre les technologies qui vont permettre aux gens de développer des applications qui vont tirer parti de ces architectures hybrides, c'est exactement l'un des grands challenges que nous avons aujourd'hui et dont on va parler dans l'Open Cloud Track. Alors voilà, donc c'est ça que peut-être qui est intéressant de décrire un petit peu plus en détail. Une des grosses problématiques, c'est en effet comment faire cohabiter et faire interopérer l'ensemble de ces applications et de ces infrastructures qu'on va aller acheter ou louer ponctuellement. Et on a l'impression que les fournisseurs de tout ça les ont conçus de manière parfois un petit peu sans penser à ce qu'il pouvait y avoir autour. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus en détail ce qu'est cette initiative Open Cloud et comment est-ce qu'on peut imaginer qu'elle réglera ce problème-là? Je pense que c'est quand même en train de s'ouvrir. Aujourd'hui, on voit sur des initiatives comme OpenStack ou d'autres projets, il y a quand même une volonté des acteurs historiques de s'ouvrir, d'être plus interopérables, plus compatibles. En tout cas, nous, sur les travaux Open Cloud sur lesquels on est, Compatible One, qui est un projet de recherche et développement, le projet s'appelle Compatible puisqu'effectivement, c'est l'enjeu qu'on a, c'est de pouvoir avoir une partie privée, une partie publique chez un tiers, une partie publique chez un autre tiers, et de gérer tout ça de manière cohérente et d'avoir des facilités d'interopérabilité. Donc ça, je pense que dans l'Open Cloud, c'est vraiment un des enjeux importants. C'est la cohabitation, la compatibilité pour pouvoir prendre ce qu'il y a de bon à chaque endroit pour tel type d'application. Une chose qui est fondamentale pour les clients, aujourd'hui, ils ne veulent plus être enfermés chez un vendeur. Il y a un certain nombre de vendeurs qui sont les dominants du marché, qui ont essayé d'enfermer leurs utilisateurs dans leur modèle en ne faisant des choses qui ne soient pas avec une base open source. Les initiatives qui visent à ouvrir le cloud via du logiciel libre permettent à terme d'avoir un même fournisseur, plusieurs fournisseurs fournissant un même type de service qui puisse fournir aux clients la possibilité de passer d'un fournisseur à un autre de façon complètement libre. Et c'est grâce à ce type d'initiative que les clients pourront s'en sortir à terme. Ces initiatives sont non seulement importantes pour l'entreprise, mais aussi pour l'individu. Il y a un certain nombre de projets, de micro-cloud ou de cloud collaboratifs où chacun pourrait héberger ses propres données chez lui tout en participant à un réseau d'échange plus global. Et tout ceci, c'est en fait une bataille entre le monde propriétaire qui essaye de nous enfermer et le monde du logiciel libre qui essaye de défendre avant tout les libertés des entreprises et des individus. Qui va gagner ?
Les libertés, bien entendu. Aujourd'hui, vous sentez de la part des utilisateurs une volonté suffisamment importante pour aller dans cette direction-là, au risque que ce soit peut-être un petit peu plus compliqué à initier? Tous les clients avec lesquels nous parlons sont excessivement intéressés. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont prêts à franchir le pas? Ça va dépendre du cycle de leurs différents projets. Pour vous donner un ordre d'idée, nous fournissons un cloud avec Ubuntu depuis maintenant 1 an et demi. Il y a 200 installations par semaine de ce cloud que nous enregistrons. Donc c'est quelque chose d'assez volumineux. Moi, je suis assez d'accord. Oui. C'est aujourd'hui, tous les clients nous demandent ça, la capacité à ne pas être enfermés chez nous. Nous, on est hébergeurs. Donc, typiquement, les hébergeurs, souvent, c'est tout sur leur infrastructure. Et nous, au contraire, on essaye aujourd'hui de proposer un modèle d'infogérance multiplateforme, multicloud, pour que le client ait la liberté d'avoir une partie de son patrimoine sur nos infrastructures, une partie de son patrimoine qu'il pourrait garder chez lui, mais qui sera infogéré avec le même niveau de qualité de service, et des services périphériques de médias, d'images, qui seraient sur des clouds publics. Mais tout ça avec un seul contrat et la liberté, si on est défaillant, d'avoir déjà une partie de ces actifs qui sont répartis et plusieurs prestataires avec qui il peut travailler. Peut-être qu'en effet, la réponse à la question qu'on se posait tout à l'heure, savoir si c'était le modèle ultime, peut-être que la bonne nouvelle, c'est d'avoir dès le départ pensé à ce modèle hybride en n'étant pas en train d'instaurer un dogme, de dire tout doit partir vers le cloud ou tout doit rester dans l'entreprise. C'est peut-être ça la force de l'intelligence, de la maturité finalement, de l'économie des systèmes d'information. Non seulement ça, mais ce que l'on voit aussi, c'est que la plupart des clouds, qu'ils soient propriétaires ou non, s'appuient tous sur des technologies open source. Toutes les applications qui s'appuient sur du cloud aujourd'hui sont sur des bases de technologies open source. Donc on n'est plus dans un modèle où l'open source est en train d'essayer de rattraper un leader du marché, mais dans un modèle où l'innovation est réellement faite dans le logiciel libre et les logiciels propriétaires sont en train d'essayer de rattraper cette innovation. Et en tant qu'hébergeur, vous êtes d'accord avec cette idée-là? Aujourd'hui, c'est la force pour un hébergeur de pouvoir accéder à toutes ces briques open source. Non, c'est typiquement l'objet des offres qu'on a lancées cette année. C'est d'être capable de dresser nos clients en leur disant, voilà, tout ne sera pas chez nous. En fonction de votre patrimoine, en fonction de vos objectifs, on va travailler là où c'est le plus pertinent en termes de tarifs, de performance, de disponibilité pour vos applications. Et on va essayer de répartir ça de manière intelligente et de ne pas avoir cette volonté de tout centraliser uniquement sur nos infras. Donc finalement, la conclusion, ce serait que le cloud serait bien un retour vers le futur, mais un retour intelligent. On aurait profité finalement des enseignements de chacune des étapes précédentes. Est-ce que ce sera le modèle final? On le verra dans 5 ans si cette vidéo est encore disponible sur l'internet dans 5 ans. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Je vous rappelle que nous avons lancé ce débat avec Raphaël Ferreira, associé chez Innovance. Peut-être qu'on peut donner l'adresse du site web si on a envie d'en savoir plus sur vos offres. Facile, www.enovance.com. Parfait. Et Nicolas Barcet, on n'a pas beaucoup parlé de Canonical, mais si on a envie d'en savoir un tout petit peu plus. Le plus simple, c'est d'aller sur le site ubuntu.com/cloud si vous voulez en savoir plus sur le cloud particulièrement. Parfait. Merci à tous les deux. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt sur le plateau télé de l'Open World Forum pour un nouveau débat. Merci.